Alors, que peut-on dire de cette affaire en l'état actuel des choses? S'agit-il d'une première? Alain Duhamel, je m'en réfère à votre culture de la vie politique, j'allais le dire. Écoutez, la forme qui a été utilisée est sans précédent. Un président écouté. Il y avait eu un président écoutant, qui était Vincent Auriol. Au moment où on a inventé les magnétophones, il a fait écouter systématiquement tous ceux qui passaient dans son bureau. Ça a donné d'ailleurs un livre, ça a donné ses mémoires. Son journal d'un septennat. Bon, mais jamais c'était le président lui-même qui avait été écouté dans l'exercice de ses fonctions à l'Élysée, un instant avant une déclaration à la télévision, et pour annoncer un remaniement. Donc ça, c'est sans précédent. Qu'est-ce que ça signifie, à mes yeux en tout cas? Bon, que celui qui a fait les enregistrements à l'insu de Nicolas Sarkozy est ce qu'on appelle un triste cire. C'est quelque chose qui ne se fait pas si on est quelqu'un de normal, d'équilibré, de bien élevé, de loyal. Bon. Deuxièmement, que ça pose un problème évident de sécurité au niveau de l'État. Alors on n'a pas de chance avec la sécurité. On voit François Hollande dont on aperçoit qu'un paparazzi peut l'approcher pendant des jours et des jours à 10 mètres, et maintenant que son prédécesseur était écouté par un de ses conseillers les plus proches. C'est quand même embêtant et ça pose forcément des problèmes de sécurité du genre de est-ce qu'on a parlé de problèmes de défense, d'otages, est-ce qu'on a parlé d'enquête en cours, est-ce qu'on a parlé de décisions financières que la France pouvait prendre, etc. C'est en soi inacceptable. Ensuite, il y a un problème général. Le problème général, c'est que, à force de disposer de tous les moyens technologiques de la transparence pour tout le monde, pour les hommes politiques, pour les chefs d'entreprise, pour les citoyens eux-mêmes, et d'ailleurs, le cas échéant, les citoyens s'y prêtent eux-mêmes en se faisant journalistes amateurs et en écoutant les autres. Je veux dire, ça pose un problème, je dirais même, d'équilibre psychologique. Puis la dernière question, c'est évidemment, à qui est-ce que ce déballage assez répugnant profite? La réponse est simple. Il y a une seule personne en France à qui ça peut profiter, c'est Marine Le Pen, ça va de soi. Étienne Gernel, puisque vous avez été le premier dans Le Point à révéler l'existence de ces enregistrements, sans en avoir la preuve à ce moment-là, en tout cas sans en avancer la preuve, pardonnez-moi, sans en avancer la preuve. Votre avis, est-ce que c'est le secret, c'est l'affaire d'État que certains disent? Bien sûr que c'est une affaire d'État. C'est une affaire triste, parce que c'est vrai que on arrive dans une espèce de bassesse qui est absolument terrifiante. C'est une affaire qui est très ennuyeuse pour Nicolas Sarkozy. Mais pour le principe, surtout, c'est effectivement, Alain Duhamel a absolument raison de parler, il peut y avoir des secrets d'État. Alors après, c'est la responsabilité aussi des journalistes qui y ont accès de diffuser ou pas des choses qui pourraient mettre en danger la sécurité de l'État. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, à votre avis? Pour l'instant, ça n'est pas le cas, me semble-t-il. Après, s'il y a des affaires derrière, ça c'est notre travail de le faire. C'est bien de le faire. De toute façon, Buisson, pour être franc, personne n'est surpris par ça, par ces méthodes. Il avait déjà écouté ses propres journalistes quand il était patron de Minutes. Après, c'est aussi une responsabilité de Nicolas Sarkozy lui-même d'avoir fait confiance à cet homme-là. Voilà, on peut toujours faire confiance, c'est bien de faire confiance aussi dans la vie, mais en l'occurrence, il a fait confiance à la mauvaise personne. Ça, c'est certain. Jean-Sébastien Ferjou? Manifestement, effectivement, il a fait confiance à la mauvaise personne. J'ai toute une petite divergence de vue avec Étienne sur était-il raisonnable de faire confiance à Patrick Buisson. Patrick Buisson est un personnage qui est extrêmement d'une intelligence remarquable, qui a une très grande culture. Quand on le rencontre, effectivement, il est capable de vous expliquer avec une grande clarté les mouvements de la société française. Je comprends que Nicolas Sarkozy ait pu être séduit par le personnage, même quand on sait d'où il venait et quand il avait un passé d'extrême droite, mais qu'il prenait grand soin. Et il se trouve que je fais partie d'une génération de journalistes qu'il a connus à LCI, qui sont maintenant disséminés un peu partout dans les médias, à la tête de différents médias. Je vous assure que quand on le connaissait, jamais Patrick Buisson ne montrait un visage qui n'ait pas été présentable. Donc je peux comprendre pourquoi Nicolas Sarkozy a pu être troublé, parce qu'effectivement, quand on lui parlait, il était d'une grande intelligence. Après, il s'avère aussi que ce personnage-là est d'une grande noirceur psychologique, qu'il est d'une grande noirceur idéologique. Je vous rappelle que dans les quelques enregistrements que nous avons diffusés, il mentionne qu'il n'est pas républicain. Il était le conseiller du président de la République, que sa référence à lui, ce sont les camelots du roi, et puis il fait référence comme ça à son univers idéologique. Donc effectivement, c'était difficile à imaginer pour Nicolas Sarkozy. J'imagine qu'à lui,
tout comme aux journalistes qui l'ont fréquenté pendant des années, il ne montrait rien de cette face sombre. Donc comment aurait-il pu le savoir? Effectivement, même si on l'en prévenait, dans la mesure, après, ça peut être une position qui se discute, mais doit-on juger les gens sur ce qu'on dit d'eux ou doit-on juger les gens sur ce qu'ils vous disent? Parce que moi, cette affaire, elle me fait presque penser à une histoire à la Jean-Claude Roman. Vous vous souvenez de ce personnage qui, pendant 20 ans, a réussi à faire croire à l'ensemble de son entourage qu'il était une personne qu'il n'était pas. Il faisait semblant d'aller travailler pendant 20 ans tous les jours. Alors après, je suis loin de vous dire que Patrick Buisson aurait une personnalité similaire. Quoi qu'il en soit, dans cette affaire-là, il y a quelque chose qui ne relève pas seulement de la trahison politique, mais qui relève aussi, et c'est ça qui est extrêmement compliqué, parce que parfois, ça arrive, ça n'est pas que des raisons qu'on peut imaginer de calcul politique ou autre, c'est aussi un personnage qui est noir. Vous auriez publié ces enregistrements, Anne Rosenchère ? Sans aucune hésitation, oui, bien sûr. Je suis d'accord avec Étienne quand il dit que c'est la responsabilité après des journalistes de savoir ce qui relève, par exemple, en effet, de la sécurité, du secret d'État, de quelque chose qui pourrait mettre en péril la sécurité de quelqu'un ou que sais-je, aussi la vie privée, par exemple. Mais là, en l'état, dans ce qui est contenu dans ces enregistrements-là, je pense même que ça aurait été une faute professionnelle que de ne pas les publier, si vous voulez. Il y a dedans des choses intéressantes, notamment quand Patrick Buisson, c'était pas dans vos extraits, quand Patrick Buisson dit c'est embêtant de se séparer de Guéant au secrétariat général de l'Élysée parce qu'il s'était mouillé auprès du parquet dans les affaires, c'est intéressant qu'il le dise. Ça ne veut rien dire en termes de preuves ni de quoi que ce soit, mais que Patrick Buisson dise quelque chose comme ça de l'ancien secrétaire général de l'Élysée, c'est intéressant. Ne pas publier ça, à mon avis, c'est quasiment une faute professionnelle. Moi, je trouve que vous exonérez un petit peu Sarkozy facilement, parce que je veux bien croire que Patrick Buisson, quand on le rencontre, même dans un contexte professionnel, à LCI, etc., puisse donner l'impression d'être quelqu'un tout à fait fréquentable, ou que sais-je, et même d'extrêmement intelligent. Il est extrêmement intelligent. Mais quand on en fait son conseiller principal à l'Élysée, si vous voulez, il faut aller un peu au-delà de ça, je pense quand même. Hein. Et quand on entend tout ce qu'il dit, en effet, qu'il dit qu'il n'est pas républicain, qu'il dit que c'est quand même embêtant que M. Guéant s'en aille du secrétariat général de l'Élysée, qu'on ne sait pas si Xavier Muscat va se mouiller autant dans les affaires auprès du parquet. Etc. Ça, excusez, ça éclaire un petit peu Sarkozy. Au mieux, il est léger, au pire, il en est conscient, et dans ces cas-là, c'est un grave problème. Il y a différents points dans ce que vous dites. Juste, pardon, il y a effectivement le côté idéologique et le côté, réellement, le personnage en lui-même. Et puis il y a le côté, effectivement, après, qui se livre à des commentaires sur la justice, les interventions, etc. Effectivement, là, je vous rejoins absolument. Nicolas Sarkozy pouvait s'en douter. Vous auriez publié intégralement ces conversations, vous, Alain Duhamel ? J'ai jamais été directeur de publication, mais franchement, ce qui est sorti j'ai trouvé que ce qui est sorti, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, était à la fois politiquement, j'allais dire anodin, parce que c'était des choses qu'en tout cas moi je savais, et était en revanche démocratiquement non seulement lamentable, mais désespérant. Désespérant de vulgarité dans le vocabulaire, désespérant de vulgarité dans la façon de parler de ceux qui étaient leurs intimes et qui étaient ceux avec qui ils travaillaient, qui étaient des ministres, qui étaient au gouvernement, qui étaient des collaborateurs, des conseillers. J'ai trouvé que, je crois que comme description négative de la vie politique, négative et injuste, mais négative de la vie politique, je crois ne rien avoir trouvé jamais d'aussi fort, même si en ce qui concerne l'information, je ne peux pas dire que je sois tombé de ma chaise. Mais n'importe quelle conversation dans un journal ou pourrait donner des commentaires aussi sarcastiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En privé, tout le monde dit des bêtises. Beaucoup sont vulgaires, la plupart, nous, bien sûr. Simplement, il se trouve que c'est le chef de l'État. Il se trouve que c'est à l'Élysée. Et il se trouve que c'est la représentation que les Français se font du pouvoir. Alors, la représentation que les Français se font du pouvoir, après avoir lu ou entendu ça, franchement... Roger Poldroy, vous avez été choqué par ce que vous avez lu ou entendu Non, je ne sais pas. Si vous voulez, il me semble qu'il y a plusieurs registres qu'on passe son temps à mêler, qu'il faudrait tenter de distinguer. Il y a une première chose, c'est que c'est effectivement une première qu'un chef d'État soit enregistré, que le président de la République soit pris comme ça à son insu, apparemment, dans l'ensemble de ses conversations de travail ou privé ou avec ses conseillers. Bon, mais après tout, on ne sait pas
encore aujourd'hui, enfin en tout cas je n'ai pas la moindre idée, de la raison pour laquelle ces cassettes se retrouvent rendues publiques, comment elles se retrouvent entre les mains d'un certain nombre de rédactions, ce qu'il y a dedans vraiment, parce qu'il y a eu très peu de publiés, et on a l'impression d'être en train de discuter autour d'une grosse boîte noire dans laquelle se trouve on ne sait pas quoi, éventuellement des secrets d'État, éventuellement des choses très compromettantes, peut-être rien d'autre que les conversations banales, un peu vulgaires, des délibérations. Alors il y a ce contraste effectivement entre la majesté du pouvoir et puis le fait que ça discute un peu comme des maquignons ou des coins de table ou un peu vulgairement. Mais surtout, ce qui me semble, si vous voulez, c'est qu'il y a un grand paradoxe dans l'usage de ce secret divulgué. Généralement, on divulgue des secrets pour empêcher des actions présentes. C'est-à-dire on prépare que ce soit un coup financier, que ce soit un coup politique, que ce soit un coup militaire, et il a besoin, ce coup, du secret, normalement, pour pouvoir réussir. Et si on divulgue, alors ça va foirer, pour le dire vite. Mais là, qu'est-ce que le remaniement dont il est question dans l'extrait qu'on a vu, il est passé depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est plus un style de conversation qui choque en contraste avec la majesté ou la dignité de la fonction, d'accord ? Mais surtout, c'est le fait que le secret divulgué ne concerne pas l'échec de quelque chose de passé, ce serait tout à fait absurde, il concerne cette fois un avenir qui est celui, évidemment, de l'ex-président... Du retour de Sarkozy. C'est ça. Évidemment. Et c'est ça, je crois, le vrai point d'interrogation, parce que, sous réserve d'inventaire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Le vrai point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui va sortir de la boîte noire qui barrerait définitivement la route d'un possible retour de Sarkozy à l'Élysée. C'est ça le point d'interrogation général, me semble-t-il. Gilles-William Goldnadel. Écoutez, je voudrais faire deux commentaires, l'un subjectif et l'autre objectif, parce que mon rôle ici est un peu hybride et un peu ambigu. Subjectivement, bien sûr, je suis l'avocat de Patrick Buisson, et donc je défends l'honneur d'un homme. Et donc je ne prétends pas l'objectivité, et du coup, je n'aurai pas la crédibilité de quelqu'un qui prétend. Cela étant, en dehors du commentaire que je viens d'entendre de M. Paul Droit, je dois vous le dire, effaré par le caractère hyperbolique des choses. Scandale d'État, c'est la tarte à la crème. Je viens d'entendre Harlem Désir à propos d'une nouvelle affaire. C'est aussi un scandale d'État. Bassesse et d'autres mots de ce même genre, alors qu'on ne sait pas encore, quoi qu'il arrive, ce qui s'est vraiment passé, mais à l'intérieur de cette subjectivité, tout de même, parce que j'ai entendu aussi, je ne veux pas maintenant, encore une fois, rabaisser le débat, mais lorsque j'entends quelqu'un qui est l'une des personnes qui l'ait mieux connue, faire pratiquement un diagnostic psychiatrique et parler de trahison, j'ai du mal, mais je m'arrêterai là dans mes commentaires là-dessus. Mais en dehors de ça, si vous voulez, on peut penser ce qu'on veut du premier aspect des enregistrements. Hein. On peut penser ce qu'on veut. On peut penser qu'effectivement, c'est à l'insu et que c'est pour soit le travail ou soit pour le mémorialiste. Et si c'est pour le mémorialiste, d'autres mémorialistes ont dû avoir une sacrée mémoire, Monsieur Duhamel, pour pouvoir pondre des livres de 1000 pages en redisant au mot près, à la virgule près, la parole du souverain. Mais sans donner la matière. Cela étant, littéralement. Alors j'y viens. Attendez, parce qu'on ne comprend pas. Vous faites allusion au fait qu'il y a eu beaucoup de livres qui retraçaient les coulisses du pouvoir. Mais au verbatim Non, près. mais c'est un point qui est intéressant. Au verbatim Ce que je veux près. dire, c'est que l'originalité, ça n'est pas qu'il y ait des fuites autour du J'y pouvoir depuis Monsieur que le pouvoir... Duhamel. Attendez, non mais je vais pas être long. Ouais. Des fuites autour du pouvoir depuis que le pouvoir existe, il y a parle des pas de fuites. fuite. Ça va de soi. Depuis que le pouvoir existe, Je parle c'était pas de déjà... fuite, monsieur non, mais Duhamel. attendez. C'était déjà vrai sous les Égyptiens. Le pouvoir exige le secret et implique la transgression. On le sait bien. Oui, mais la question, la nouveauté là,
c'est que c'est la matière première elle-même qui est publiquement produite. C'est-à-dire l'enregistrement. C'est-à-dire l'enregistrement. Et Bah oui. vous faisiez allusion à verbatim le livre de Jacques Oui, Attali, on va dire mais qui avait été on va dire- visé par le président de la République Oui, de non, l'époque, Et avant sa publication. et contesté en ce qui concerne le dernier tome. Oui, Ça les avait brouillés. Ça, je peux vous le dire. Mais les premiers ont été, les premiers, mais pas je le ne dernier. suis pas bien sûr du fait qu'il n'y ait pas de précédent. Mais ce que je veux poursuivre, à supposer même encore une fois que vous considériez effectivement l'enregistrement comme étonnant et même premier du genre, il y a une chose qui est certaine. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais totalement effaré par ce qui se passe. C'est devenu le paria de la République. Dans le cadre, vous avez vu les images d'hier, d'une chasse à l'homme. Je ne suis pas sûr qu'on aurait traité ainsi le dernier des mafieux. Bien, il y a quand même une exagération que je trouve invraisemblable au point où nous en sommes. Mais au moins, il y a un fait sur lequel il n'y a aucune spéculation intellectuelle à faire. Et c'est pour ça que le titre, hier, de Libération, le mouchard de la République, est encore plus effarant que tout. Patrick Buisson, mon client, n'a mouchardé personne. Il n'a menacé de moucharder personne à ma connaissance. À ma connaissance, au moment où nous parlons, il n'est nullement le vecteur de la publicité qui est faite à la matière enregistrée. C'est vrai, mais il en est la source. Non, mais ça limite. Mais je ne vous dis pas le contraire. Moi non plus. Mais je ne vous dis pas le contraire. Ce que je veux dire, par exemple, quand j'irai devant le tribunal lundi sur la requête légitime des époux Sarkozy, comment pourrais-je nier que même si c'est involontairement, il est à l'origine du dégât au niveau... Mais il n'y a aucun doute. C'est pour atteinte à la vie privée. Non, je dis simplement, et même après... Eh ben, le fait de cette fait dérobée, les enregistrements non effacés, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a un espace incommensurable entre ce que j'entends et ce que je constate. Et en tout état de cause, au moment, encore une fois, où nous parlons, et ça c'est indéniable, il n'est pas à l'origine de la publicité. Ça fait 5 ans que la fameuse... réunion élyséenne a eu lieu, je ne sache pas qu'il en ait parlé, qu'il ait menacé d'en parler, ou de Vous quoi parlez que de ce celle soit. qu'on a entendue en J'y viens conversation. maintenant. C'était 2011, hein, 2011. c'est ça, 2011. Je viens maintenant à mon commentaire plus objectif. J'enlève la robe de l'avocat. Alors, Excusez-moi, mais qu'il n'ait rien diffusé, peut-être, il n'empêche qu'il est quand même à l'origine des enregistrements. oui, Sinon, Et qu'il a pris, pardonnez-moi pour compléter, et qu'il a pris le risque qu'ils soient, qu'ils existent et que quelqu'un s'en empare. Parce que c'est important. Mais qui vous dit non, Il a est-ce que je exprimé pourrais aller l'intention. est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout? Donc, en tout état de cause, ça limite quand même grandement la matière et la manière dont nous parlons. J'y viens maintenant à mon commentaire objectif, et là, je trouve qu'on est soit dans une hypocrisie, soit dans une schizophrénie, encore que les deux choses sont peut-être compatibles. En même temps qu'on crie « haro sur le buisson », vous vous rendez compte, c'est incroyable cette violation de la vie privée. Les mêmes, cette violation de la vie privée, c'est très grave. Le scandale d'État, les mêmes qui se plaignent justement des éventuels dégâts, ce sont les mêmes qui procèdent à la publication. Ce sont les mêmes qui procèdent. Si vous ne voyez pas, non mais si, mais peu importe, vous expliquez. Mais c'est la folie du système. D'ailleurs, je n'incrimine personne. J'incrimine la folie du système, y compris. D'ailleurs, le public voyeur dans tout ce que je dis là. Est-ce que je peux vous poser une question? On va ouvrir le débat. Non, mais je voudrais poser une question. Est-ce que vous voyez une différence de statut, de rôle, donc de responsabilité entre celui qui est volontairement le conseiller proche d'un chef de l'État et des journalistes qui doivent transmettre ce qui leur paraît important? Je ne suis plus sur le terrain des responsabilités, Monsieur Duhamel. Et si vous êtes je suis en train de vous dire, d'essayer de vous montrer le paradoxe qui, pour moi, est saisissant entre un public, des moralistes
qui se plaignent de l'atteinte à la vie privée en même temps qu'ils y procèdent. Si vous ne voyez pas ce paradoxe inouï... Alors, Étienne Jernel va vous Bien répondre. sûr, la presse, avec un bel ensemble, à l'unisson, réagit. Alors, dans ce rôle-là, vous n'êtes pas plus objectif que moi. Mais Voilà. non, mais non. Pourquoi On prétend pas Étienne être Jernel. Mais vous confondez deux choses qui n'ont strictement rien à voir. On ne critique pas l'atteinte à la vie privée. Déjà. Le sujet, c'est la déloyauté d'un collaborateur du président envers son président. Alors, ça, c'est un vrai sujet. Alors, on va parler de ça. Nous, on travaille non, mais pas attendez, pour les rajouterais léser. juste, Alors, je rajouterais elle va rajouter je rajouterais juste, Anne quand même, Rosencher. il s'agit du président de la République. Oui, oui. Je veux dire, je ne comprends pas votre effarement. Pour le coup, je suis effarée de votre effarement parce qu'il s'agit du président de la République. Il y a un moment où Patrick Buisson, il prend ses risques. Il écoute à son insu, il enregistre, excusez-moi, il n'écoute pas, il enregistre à son insu le président de la République dans le palais de l'Élysée à Lanterne. Il ne peut pas être surpris derrière du scandale que Est-ce ça que vous provoque. voyez- C'est normal. est-ce Je que- trouve ça très sain. Est-ce- Je trouve ça très sain. Ça veut dire que le statut du président de la République n'est pas totalement démonétisé et qu'on ne trouve pas ça totalement Non, mais là, normal c'est- que quelqu'un puisse se balader Non, avec un mais c'est dictaphone pas- dans les ça couloirs de n'est- l'Élysée. Ça n'est pas le même sujet. Là, vous oubliez complètement, vous passez sous le tapis la position de la presse qui, d'une part, crie au scandale d'État en disant oh là là, des secrets vont être divulgués en même temps qu'ils les divulguent. Mais non. Voilà. Jean-Sébastien Ferjou. Pourquoi est-ce que nous avons considéré qu'il pouvait s'agir d'un scandale d'État? Parce qu'effectivement, il y a les enregistrements, effectivement, il y a sur le contenu des enregistrements. Alors moi, je n'en ai entendu qu'un qui dure plusieurs heures pour que personne n'ait de fantasme sur ce qu'il y a dedans. Il y a des conversations d'ordre politique. Il y a effectivement un sujet sensible qui est abordé parce que ce jour-là, il y a une libération d'otages français. Donc effectivement, il y a une conversation qui a été publiée. Vous remarquerez que sur plusieurs heures, nous n'en avons publié que 10 minutes. Pourquoi Si- pas le reste? Parce que précisément, le point n'était pas de violer la vie privée du président de la République ou de ses conseillers. Le point était de montrer qu'il existait un système qui avait été révélé par le point, qui avait été confirmé ensuite, qu'il existait un système d'enregistrement sur une échelle quasi industrielle, puisque le fils de M. Buisson a confirmé que ce système avait débuté en 2007, puisque je peux vous révéler ce soir que nous avons, nous, dans notre enquête, un témoin qui, en 2011, a vu la mallette avec tous les enregistrements. J'ai cru comprendre que vous nous aviez expliqué, Maître Golnadel, qu'il les détruisait au fur et à mesure. En 2011, ces enregistrements n'avaient pas été diffusés. Par ailleurs, Détruit, vous voulez dire. détruits, pardon. Par ailleurs, dans notre enquête, nous nous sommes rendus compte que Patrick Buisson, auprès d'un petit cercle d'intimes, ne s'en cachait pas, ça n'était pas un secret, et il n'utilisait pas comme argument le fait que c'était des instruments de travail pour ensuite créer un verbatim. Juste sur ce point-là, ce qu'il y a sur les bandes, il part de chez lui le matin, il met son dictaphone dans sa poche, ça dure pendant des heures jusqu'au moment où il revient. Ça n'est pas une réunion de travail, ce sont une succession de conversations qui sont loin d'être toutes des conversations de travail. Après, quand Patrick Buisson expliquait auprès de son petit cercle d'intimes, contrairement à ce qui est dit maintenant publiquement pour sa défense, qu'il s'agissait donc d'instruments de travail, à l'époque, ce qu'il disait, c'était mon assurance vie, parce que Patrick Buisson venait de l'extrême droite, parce que Patrick Buisson avait beaucoup d'ennemis, y compris à l'Élysée, et que pour lui, ce système-là, qu'il se soit agi de Nicolas Sarkozy ou potentiellement parce que les questions sont possibles, je ne vous dis pas que c'est le cas. Je ne vous dis pas que c'est le cas. Je vous dis que par rapport aux confidences qu'il a faites à son entourage, il disait « celui-là, tel patron de médias, je le tiens ». Après, pourquoi c'est une affaire d'État? Et on peut se poser la question, encore une fois, c'est simplement une question. À quoi assistons-nous aujourd'hui? Nous voyons dans les médias, Maître Golnadel considérait qu'il y avait une belle unanimité de la presse. Je n'ai pas, pour ma part, constaté une belle unanimité de la presse. J'ai constaté que certains médias avaient brillé, pour certains, par leur grande discrétion, pour d'autres, par leur grande virulence à l'égard de ceux qui avaient contribué à la révélation de cette affaire. Je me pose la question, c'est une question en mémoire des confidences qu'il faisait à ce petit cercle d'intimes. Est-ce à dire que les actionnaires, que les dirigeants, que les journalistes de ces médias, enfin tout ou partie, sont tenus, puisqu'à l'époque, ils se vantaient de les tenir. Puisque vous remarquerez que certains se sont vraiment abstenus de parler d'affaires d'État ou se sont abstenus d'en faire leur gros titre, alors que c'était, comme vous le rappeliez, partout, et que d'autres, au contraire, ont été extrêmement violents
dans la défense qu'ils adoptaient de Alain Patrick Duhamel. Buisson. Oui, moi je voulais dire deux choses en vous écoutant. La première, c'est que la question n'est pas qu'il soit d'extrême droite pour expliquer la méthode, parce que... C'est pas ce que je vous disais. Non, attendez. Ça n'est pas ce que je vous disais. Attendez. Je disais que lui se méfiait Oui, mais de ce attendez. reproche qui lui était fait. Oui, mais ce reproche ne tient pas parce que d'abord, tous les régimes totalitaires de toute tendance ont toujours écouté et qu'aujourd'hui, toutes les démocraties qui le peuvent, à commencer par les États-Unis, écoutent tout le monde. Donc malheureusement... Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Non, mais ça m'arrive. Non, non, mais je l'ai mal dit, manifestement. Je vous dis que lui se disait que venant Non, de mais l'extrême droite, je il voudrais avait des continuer. ennemis. Je voudrais continuer. Malheureusement, le fait que chacun cherche à écouter chacun, c'est devenu aujourd'hui une des plaies des sociétés. Je veux dire, les chefs d'entreprise qui font espionner des chefs d'entreprise, des négociateurs diplomatiques qui font espionner des négociateurs diplomatiques, des policiers qui espionnent tous ceux qui doivent espionner, c'est la banalité. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que bien au-delà du cas de Buisson, qui au fond n'est pas très intéressant, comme le personnage d'ailleurs, et même bien au-delà du cas de Nicolas Sarkozy, une société et un pouvoir politique ne fonctionnent pas sans la garantie d'un minimum de secret pour prendre ses décisions. Et que le problème qui est soulevé par Buisson, ça n'est pas simplement le fait qu'il n'est pas lui-même le comble de l'élégance, ça n'est pas le fait que quand Sarkozy s'exprime en privé, on ne peut pas dire que son langage soit exactement du Saint-Simon, mais il reste le cœur des choses qui est comment le président de la République française ne peut pas avoir la certitude que quand il prépare une décision, il n'est pas écouté et ensuite répété et diffusé. Alors, je voudrais apporter un élément de réponse, parce qu'effectivement, on se dit pourquoi le président de la République ne serait pas lui aussi écouté, enregistré par un de ses collaborateurs, étant donné que si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a des enregistrements de tout le monde sur tous les sujets. Je vous en propose quelques exemples. Ça a commencé d'ailleurs par Nicolas Sarkozy, d'ailleurs qu'on a tout à coup, alors qu'il s'exprimait un peu vertement dans une rue, vous allez voir, ça, Dieu sait si on en a parlé à l'époque.